Vous êtes dans BBC Info, bonsoir et bienvenue, voici le sommaire. Au moins 25 soldats tués au Mali, il s'agit de l'attaque la plus meurtrière contre les troupes gouvernementales depuis le début de cette année. Reportage exclusif de Madagascar où des enfants sont détenus dans des conditions horribles et sont accusés d'avoir volé des gousses de vanille. Et aussi en sport, 7-2 du Bayern Munich face à Tottenham en Ligue des Champions. 4 buts ont été inscrits par l'international allemand d'origine ivoirienne Serge Gnabry. Au Mali, au moins 25 soldats ont été tués lors d'intenses combats. Les faits ont lieu dans le centre du pays, non loin de la frontière avec le Burkina Faso. 2 postes militaires ont été touchés et le gouvernement a déclaré avoir également perdu d'importants équipements. En guise de réponse, les troupes maliennes ont entamé une opération conjointe avec les forces burkinabées. Il s'agit d'un des coups les plus durs essuyés depuis des mois par l'armée malienne, mais aussi par la force des pays du G5 Sahel, dont relève l'un des bataillons maliens attaqués lundi. Et pour en parler, rejoignons Lamine Noureddine Konkoubo. Lamine, vous suivez ce dossier pour la rédaction. Que pouvez-vous nous dire de plus sur cette attaque ? Nicolas, il faut dire que les autorités maliennes ont officiellement communiqué sur cet incident et voici ce que nous en savons. En fait, les incidents se sont produits dans la nuit de dimanche à lundi. Des djihadistes ont attaqué, ils ont lancé un assaut contre 2 camps militaires à la frontière avec le Burkina Faso, près de la frontière avec le Burkina Faso. Il s'agit des camps de Mondoro et de Koulkessi. Eh bien, lors de cette offensive, une alerte a été donnée et donc l'armée malienne, conjointement avec l'armée burkinabé, ont lancé une offensive avec un appui aérien de la force Barkhane et cela donc a conduit à un bilan assez lourd pour l'armée malienne, 25 soldats tués. L'armée malienne qui indique également avoir neutralisé quelques 15 djihadistes et 60 portés disparus toujours côté malien. Pour le moment, en fait, les autorités indiquent que le ratissage se poursuit justement à la recherche des djihadistes qui ont réussi à s'échapper et que le camp de Mondoro a été récupéré. Par contre, le camp de Koulkessi a été carrément détruit. Alors, Lamine, très rapidement, il y a une mission onusienne au Mali, la MINUSMA. Quel est le mandat de cette mission et pourquoi elle semble avoir de la peine à empêcher les attaques ? Eh bien, le mandat de la MINUSMA, c'est bien entendu un mandat de protection des civils. Donc, c'est-à-dire que la MINUSMA n'a pas mission de lancer des opérations offensives. Et même si la MINUSMA avait cette mission de lancer des opérations offensives, il faut savoir que son effectif est quelque peu dérisoire, quelques 14 000 soldats. Vous voyez l'immensité donc de l'ensemble des territoires au nord du Mali en proie à l'insécurité. C'est tellement vaste que 14 000 soldats, c'est insuffisant pour justement faire face à la situation. Et c'est pour cela d'ailleurs que les responsables du Sahel demandent un renforcement du mandat de la MINUSMA. Merci Lamine Noureddine Konkoubo pour ces précisions. L'île de Madagascar est le premier producteur mondial de gousses de vanille et cette industrie en plein essor qui attire bien des convoitises est aussi victime de l'augmentation de vols. Considéré comme un crime spécial, les adultes risquent jusqu'à 5 ans et demi de prison sans passer par la case du procès. Les enfants jusqu'à 3 ans et leurs conditions de détention sont particulièrement préoccupantes. Myriam Lawari. Les conditions sont extrêmes. L'innocence de l'enfant s'est envolée. Ils sont 180 enfants détenus ici, dans des espaces surpeuplés, si bien qu'il n'y a pas de place, même pour s'allonger. Leur matelas, c'est le béton nu. Si tu vas aux toilettes, c'est ici. C'est nos toilettes et notre salle de bain. Ce garçon est l'un d'entre eux. Il n'avait que 13 ans lorsqu'il a été emprisonné. Cela remonte à plus de 3 ans. C'est un enfant calme, avec des manières douces. Résigné à son sort, il dit que la prison a détruit sa vie. Ma mère me manque, ma famille, parce qu'ils sont loin. Qu'est-ce qui est le plus dur pour toi ici ?
Quand vous n'avez pas quelqu'un pour s'occuper de vous, quelqu'un pour vous apporter de la nourriture, quelqu'un pour vous aider quand vous n'allez pas bien, c'est difficile. Comme la plupart des enfants ici, il est accusé d'avoir volé de la vanille. Mais il soutient qu'il est innocent. La prison d'Antalaha a été construite pour 280 personnes. Les enfants ici vivent aux côtés de plus de 2000 adultes, ce qui est contraire aux normes internationales. Beaucoup méconnaissent le rôle d'un avocat, et encore moins leur droit d'en avoir un. Combien d'entre vous ont eu accès à un avocat ? Seulement 5 ? Le système judiciaire malgache prévoit de longues périodes de détention. Pour les enfants détenus ici, cela signifie vivre dans ces conditions difficiles, avant même d'avoir été reconnus coupables d'un crime. Le ministère de la Justice dit ne pas avoir d'autre choix. À Madagascar, c'est l'infraction concernant la vanille, ce que je peux dire, ce n'est pas une petite infraction. Parce qu'il faut protéger à la fois les cultivateurs, ceux qui vont acheter, mais surtout le prix au niveau du marché, le flux du commerce. En tant qu'être humain, quel est votre ressenti quand vous voyez ces prisons ? En tant qu'être humain, en fait, c'est invivable. En tant qu'être humain, je comprends très bien, je ressens les conditions dans lesquelles ils peuvent vivre, ces prisonniers. Et c'est pourquoi nous, ici, nous, à l'actuelle équipe, on lutte vraiment. On lutte de toutes nos forces d'améliorer les conditions de détention de ces prisonniers, que ce soit par tous les moyens. Nous avons montré ces conditions de détention à un avocat spécialisé dans les droits de l'homme. Selon lui, le vol de vanille devrait être traité comme un crime mineur et non comme un crime grave. La priorité de ce territoire est bien plus la vanille que les êtres humains. Jean-Pierre, Jossel. Madagascar est un pays qui s'accroche coûte que coûte à son industrie de la vanille et ce sont ses enfants qui en paient le prix. Maintenant, le reste d'actualité en bref et en images. Une ex-policière blanche a été reconnue coupable de meurtre. Elle a battu son voisin, un noir non armé, chez lui à Dallas, aux États-Unis. Amber Guyger a déclaré qu'elle s'était trompée d'appartement et pensait qu'il y avait un intrus chez elle. La famille de la victime a déclaré que c'est une victoire pour les Noirs. En RDC, l'association congolaise pour l'accès à la justice a appelé les autorités judiciaires à enquêter sur le patrimoine de l'ancien président Joseph Kabila et des anciens ministres. D'après cette ONG, plusieurs ex-ministres n'ont jamais déclaré leur patrimoine à la fin de leur mandat. Une initiative alors que Washington s'est déclaré hier non favorable à la levée des sanctions contre les proches de Joseph Kabila. Et puis, cette histoire incroyable, une couronne éthiopienne d'une valeur inestimable sera bientôt de retour à Addis Abeba. La couronne datant du XVIIIe siècle avait été cachée par un ancien réfugié pendant plus de 20 ans dans un appartement des Pays-Bas. Selon les experts, le bijou aura appartenu à l'un des principaux chefs de guerre éthiopiens du XVIIIe siècle. Partons à présent en Tunisie. Nous vous l'annoncions hier, la Cour d'appel a rejeté une nouvelle requête pour libérer Nabil Karoui, l'un des deux finalistes de l'élection présidentielle. Nabil Karoui doit donc rester en détention. Le mania de la télévision a été arrêté en août pour fraude fiscale et blanchiment d'argent. La commission électorale a confirmé aujourd'hui que le second tour entre Nabil Karoui et Kais Saïd se déroulera bel et bien le 13 octobre. Mais les avocats de Karoui ont trouvé cette décision très étrange et sans justification. Écoutez. Nous trouvons étrange la décision d'aujourd'hui, malgré notre respect de la magistrature. Nous ne trouvons aucune justification pour rejeter notre appel, d'autant plus que le juge d'instruction a décidé que cette affaire, en fait, ne relevait pas de sa jurisprudence. Politiquement, nous pensons que c'est une catastrophe pour la Tunisie, une catastrophe pour le processus démocratique. La demande de libération de Karoui est populaire. Nabil Karoui est un prisonnier politique, nous en sommes certains. Son emprisonnement est une décision politique. Karoui a été élu par un demi-million de Tunisiens et aujourd'hui, un demi-million de Tunisiens sont emprisonnés avec Nabil Karoui. Pour le grand angle de cette édition, nous allons parler santé. Une nouvelle étude controversée menée par une équipe d'experts internationaux
internationaux affirment qu'il y a peu de preuves que la viande rouge augmente le risque de cancer ou de maladie cardiaque. Selon cette étude, le risque lié à la viande rouge et à la charcuterie est faible et les preuves incertaines. Explication avec Claire Onemendi. De nombreuses études ont établi un lien évident entre les maladies cardiaques et le cancer et la viande rouge, en particulier la viande transformée. Actuellement, le gouvernement britannique conseille de ne pas dépasser 70 grammes de viande rouge ou transformée par jour, ce qui équivaut à 2 tranches de bacon ou une saucisse et demie. Aujourd'hui, une équipe d'experts internationaux a examiné les données existantes. Ils estiment qu'il n'y a pas suffisamment de preuves pour justifier que l'on réduise notre consommation de viande. Pour être plus précis, les dangers de la consommation de viande existent, mais ils seraient trop faibles. Le débat ne réside donc pas sur les preuves qu'il y ait danger ou pas, mais sur l'interprétation qu'il faut en faire. Il existe un consensus sur le lien entre la viande transformée et le risque du cancer. Le lien existe, mais il est faible. Ce qui est différent ici, c'est que les chercheurs affirment que ce n'est pas si important au niveau individuel, mais c'est plutôt à l'échelle nationale que ces effets peuvent vraiment s'additionner. Souvenez-vous, en 2015, l'Organisation mondiale de la santé déclarait que la consommation de 50 grammes de viande transformée par jour, soit moins de 2 tranches de bacon, augmenterait de 18% les risques de cancer colorectal. Au Royaume-Uni, 6 personnes sur 100 auront un cancer colorectal à un moment de leur vie. Et s'ils mangeaient tous 50 grammes de bacon de plus par jour pour le reste de leur vie, eh bien une personne de plus sur 100 serait atteinte d'un cancer colorectal. En d'autres termes, réduire la quantité de bacon ou de burger que vous mangez aura très peu d'impact sur le fait que vous ayez ou non un cancer. En revanche, à l'échelle nationale, cela pourrait éviter des milliers de cas de cancer par an. C'est le moment de parler sport avec Emmanuel Coste et on va entamer avec le football et la Ligue des Champions. Sensation hier soir à Londres où Tottenham sur son terrain a été battu 7-2 par le Bayern Munich. Une défaite historique, Emmanuel. Oui, hélas pour Tottenham, la défaite la plus cuisante encaissée à domicile en Ligue des Champions par le club du nord de Londres. 7-2, on a peine à y croire, avec 4 buts du seul Serge Gnabry, dont le père est ivoirien. Et c'est vraiment, on se demande d'ailleurs comment les Spurs vont digérer cette défaite pour la suite de la saison. Mais enfin, ce sont des professionnels, ils sont habitués aux exploits et aussi, malheureusement, au revers. Sinon, hier soir, toujours, Manchester City s'est contenté d'un petit 2-0 contre le Dynamo de Zagreb. 2 buts en deuxième période, des remplaçants Sterling et Foden. 2 partout entre le Real Madrid, sinon, et Club Bruges, club belge, dans le groupe A. Et le Paris Saint-Germain, dans ce même groupe, est allé battre Galatasaray 1-0. Ce soir, suite et fin de la deuxième journée de cette phase de poule avec Liverpool, le champion d'Europe en titre, qui doit se reprendre à domicile à Anfield contre Salzbourg. Liverpool qui était allé perdre au match aller, en tout cas la première journée, 2-0 à Naples. Également un match intéressant sur le papier, en tout cas dans le groupe F, FC Barcelone Inter de Milan. À noter que dans ce groupe, toutes les équipes ont un point. Dans le groupe G, Leipzig accueille l'Olympique Lyonnais. Enfin, dans le groupe H, Lille reçoit Chelsea. C'est le match des vaincus de la première journée. En revanche, l'autre affiche est intéressante. FC Valence contre l'Ajax d'Amsterdam. On change de ballon. Allez, on va prendre le ballon ovale du rugby avec la Coupe du Monde, bien sûr. Ce matin, victoire pour la Nouvelle-Zélande et pour la France. Dans le groupe B, la Nouvelle-Zélande a étrillé le Canada 63-0 avec 9 essais à la clé. Et dans le groupe C, la France s'est contentée d'une victoire plus modeste de 33-9 face aux Américains. La Nouvelle-Zélande est deuxième de son groupe derrière l'Italie. La France également deuxième, à un point du leader, l'Angleterre. Et puis les mondiaux d'athlétisme à Doha. Vous savez qu'hier soir, Noah Lyles, l'Américain, archi favori du 200 mètres, l'a remporté, cette course en 19 secondes 83. Ce soir, 3 titres attribués, 110 mètres haies, marteau, messieurs, et puis également le 200 mètres dames, finale très très attendue, avec également, Nicolas, la première journée aujourd'hui du décathlon et de l'heptathlon. Merci Emmanuel Coste pour cette page sportive complète. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, notamment sur Rontachi TV depuis la RDC. Demain, vous retrouverez Pierre-Antoine Denis. Excellente soirée à tous.